Ma meilleure amie a exigé 50% de la vente de mon entreprise de 12 millions de dollars pour son soutien émotionnel. Alors je lui ai offert exactement ce qu'elle m'avait donné. Rien. Hailey et moi étions meilleures amies depuis le lycée. Nous faisions tout ensemble, nous avions survécu au drama du lycée, nous avions choisi la même université, nous avions même vécu ensemble pendant notre 3e année. Après l'obtention du diplôme, elle a décroché un emploi en marketing dans une grande entreprise, gagnant bien sa vie, tandis que je travaillais comme serveuse et développais mon idée d'entreprise la nuit. J'étais en train de créer une application qui connectait les agriculteurs locaux aux restaurants, éliminant les distributeurs et faisant économiser de l'argent aux deux parties. Hailey m'écoutait en parler pendant que nous buvions du vin, hochant la tête tout en regardant son téléphone. Elle disait que ça avait l'air génial, puis changeait de sujet pour parler de son drama au travail ou du gars avec qui elle sortait. J'ai passé 2 ans à construire ça, à apprendre à coder avec des vidéos, à appeler des fermes à 5 heures du matin avant mon service du déjeuner, à supplier des restaurants d'essayer la version bêta. Je vivais de ramen et d'œufs, portais les 3 mêmes tenues, sautais toutes les activités amusantes pour économiser de l'argent pour les coûts de serveur. Hailey se plaignait que j'étais devenue ennuyeuse et que je ne voulais jamais sortir. Elle m'invitait à des brunchs chers, puis se vexait quand je ne commandais que de l'eau et l'apéritif le moins cher. Quand j'ai finalement lancé l'application, j'avais 12 fermes et 8 restaurants inscrits. Peu, mais ça marchait. L'application a commencé à attirer l'attention de blogueurs culinaires locaux. Un investisseur en technologie m'a contacté après que sa femme ait vu un article. En 6 mois, j'ai eu un financement et j'ai pu quitter mon travail de serveuse. Hailey a organisé un dîner de félicitations chez elle. Elle a porté un grand toast sur à quel point elle était fière. Elle a publié des photos partout en m'appelant sa meilleure amie PDG. L'entreprise a explosé après cela. 200 fermes dans 3 États, de grandes chaînes de restaurants qui signèrent des contrats, des articles dans des magazines de l'industrie. J'ai embauché une équipe, j'ai obtenu un espace de bureau, j'ai commencé à me verser un vrai salaire. Hailey passait au bureau pendant ses pauses déjeuner, disant à tout le monde qu'elle était là depuis le début, qu'elle m'avait soutenue contre vent et marée. Elle a commencé à se faire appeler ma conseillère non officielle sur les réseaux sociaux. Puis l'offre de rachat est arrivée. Une grande entreprise de technologie voulait acheter la plateforme pour 12 millions de dollars. Ce n'était pas l'argent qui change la vie après les paiements aux investisseurs et les impôts, mais suffisant pour bien m'établir et financer ma prochaine aventure. J'en ai parlé à Hailey lors du dîner, excitée de partager la nouvelle avec ma plus vieille amie. Elle m'a félicitée. Nous avons bu du champagne. Tout semblait normal. 2 jours plus tard, Hailey s'est présentée à mon bureau avec un homme en costume. Elle l'a présenté comme son avocat et a dit qu'il devait discuter de sa participation au capital avant que la vente ne soit finalisée. J'ai ri, pensant que c'était une blague bizarre. Ça ne l'était pas. Hailey s'est assise en face de mon bureau et a expliqué qu'elle avait été mon système de soutien émotionnel pendant la phase de construction, ma boîte de résonance, ma consultante non officielle. Elle avait sacrifié des soirées pour écouter mes problèmes, m'avait donné des conseils sur les couleurs du logo, elle m'avait même aidé à choisir le nom de l'entreprise lors d'une conversation ivre dont je me souvenais à peine. Son avocat avait des documents montrant qu'elle méritait 50% en se basant sur ses contributions en tant que conseillère fondatrice. Je lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle a dit que les meilleurs amis qui construisent quelque chose ensemble devaient partager le succès. Je lui ai rappelé qu'elle avait un emploi à temps plein tout le temps, pendant que je travaillais 80 heures par semaine. Elle a dit que le travail émotionnel était quand même du travail. Je lui ai demandé quel travail spécifique elle avait fait pour l'entreprise. Elle a dit qu'elle m'avait écouté me défouler, m'avait encouragée quand je voulais abandonner, et avait été présente pendant mon parcours. Son avocat a réellement hoché la tête comme si c'était légitime. Je leur ai dit à tous les deux de partir. Hailey a commencé à pleurer, disant que je choisissais l'argent plutôt que l'amitié, qu'elle avait cru en moi quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle a publié partout que je l'avais trahi après tout ce qu'elle avait sacrifié pour soutenir mon rêve. Des amis communs ont commencé à m'envoyer des messages, me demandant pourquoi j'étais si froide avec Hailey. Certains ont dit qu'elle avait raison, que le soutien émotionnel était précieux. Sa mère a appelé ma mère, disant que j'avais brisé le cœur de sa fille. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de donner à Hailey exactement ce qu'elle avait gagné. J'ai récupéré tous les échanges de messages textes que nous avions eus au cours de ces 2 années. Des centaines de messages où je partageais des mises à jour sur l'entreprise et elle répondait « OK » ou « Génial » avant d'envoyer 20 messages sur sa vie amoureuse. J'ai trouvé les courriels où je l'avais supplié de revoir mon plan d'affaires et elle n'avait jamais ouvert les pièces jointes. Les mémos vocaux où je demandais des commentaires et elle disait qu'elle était trop fatiguée par son vrai travail pour penser à mon passe-temps. J'ai tout rassemblé dans un document montrant sa contribution réelle, qui était nulle. Ensuite, j'ai calculé la juste valeur marchande du soutien émotionnel. Il s'avère que les thérapeutes facturent environ 200 $ de l'heure. Hailey m'a peut-être écouté parler de l'entreprise pendant 40 heures, au total sur 2 ans. En étant généreuse. 8 000 $ de soutien émotionnel si l'on appelle cela des services professionnels. J'ai demandé à mon avocate de rédiger une offre. 8 000 $ pour ses contributions en tant que consultante en soutien émotionnel,
sous réserve qu'elle signe la renonciation à toute réclamation future sur l'entreprise. Je l'ai envoyé à son avocat avec ma documentation sur sa participation réelle, qui était nulle. Son avocat m'a rappelé, et ce qu'il a dit m'a fait rire. En fait, il a gloussé et a dit que sa cliente accepterait les 8 000 $ plus 2 millions de dollars supplémentaires en guise de règlement de bonne foi pour éviter les litiges. Je lui ai dit d'aller de l'avant et de déposer la plainte qu'il voulait, car j'avais des preuves pour un moment. Il est resté silencieux pendant une seconde, ne s'attendant probablement pas à ce que je mette ma menace à exécution, puis il a dit qu'il recontacterait et a raccroché. Je me suis assise à mon bureau en regardant mon téléphone, les mains tremblantes plus de rage que de peur. 2 millions de dollars en plus de 8 000 $ pour n'avoir littéralement rien fait. Le culot m'a mise en colère. Mon avocate a appelé ce soir-là, l'air presque excité. Elle a expliqué que la position légale de Hailey était si faible que n'importe quel juge avec un demi-cerveau la rejetterait immédiatement. Elle a dit que nous devrions la laisser déposer la plainte afin que nous puissions intenter une action reconventionnelle pour les honoraires d'avocat et le harcèlement. La façon dont elle l'a dit m'a fait penser qu'elle voulait réellement ce combat, comme si elle était fatiguée de voir les gens s'en tirer avec des tentatives d'extorsion déguisées en amitié. Je lui ai demandé si cela ferait échouer l'acquisition, et elle a promis que non. Elle a dit que les poursuites frivoles se produisaient tout le temps dans les transactions commerciales et que la société acquéreuse comprendrait. Je voulais la croire, mais mon estomac était toujours noué. J'ai passé les 2 jours suivants à revoir 6 ans d'amitié avec d'autres yeux, voyant tous les moments où Hailey faisait en sorte que tout tourne autour d'elle. Chaque célébration à mon sujet est devenue son opportunité de photo. Ma fête de lancement d'application est devenue son opportunité de réseautage et de distribution de cartes de visite. Ma première réunion avec un investisseur, à propos de laquelle j'étais nerveuse, n'a reçu que 3 SMS de soutien de sa part, suivi de 40 messages à propos d'un gars qui ne lui renvoyait pas de messages. Chacune de mes luttes est devenue un bruit de fond pour son drama amoureux ou ses plaintes au travail. J'ai trouvé de vieilles entrées de journal où j'avais écrit que je me sentais seule malgré le fait d'avoir une meilleure amie, ne comprenant pas pourquoi je me sentais comme ça. Maintenant, je comprenais. Elle n'était jamais vraiment là. Les messages d'amis communs ont empiré. Des gens à qui je parlais à peine m'envoyaient soudainement des messages exigeant que je lui donne simplement quelque chose pour maintenir la paix. Ils ont dit que perdre une amitié pour de l'argent n'en valait pas la peine, que j'étais têtue et froide. J'ai commencé à prendre des captures d'écran de chaque message où il faisait passer les sentiments de Hailey, avant le fait qu'elle essayait littéralement de me voler des millions. Une fille que je connaissais de l'université a écrit un long texte sur la façon dont le succès change les gens. Et peut-être que je devrais me souvenir d'où je venais. J'ai eu envie de répondre que je venais du travail de serveuse et du fait de manger des ramen, pas du canapé de Hailey. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste pris la capture d'écran et je l'ai ajoutée à ma collection grandissante de personnes montrant leur vrai visage. Mon investisseur en technologie a appelé, l'air inquiet au sujet du calendrier d'acquisition et de savoir si cette menace légale ferait échouer la vente. Je lui ai dit que mon avocate avait dit que c'était frivole et que cela n'affecterait rien, essayant d'avoir l'air plus sûr que je ne l'étais. Je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. Cependant, ce ton prudent que les gens utilisent lorsqu'ils essaient de ne pas vous faire paniquer, mais qu'ils sont définitivement inquiets. Il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose et j'ai dit « Non, je veux juste que cela soit terminé et conclure l'affaire. » Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau, me demandant si Hailey réalisait qu'elle ne s'en prenait pas seulement à moi. Elle nuisait potentiellement à mon équipe, aux investisseurs et à tous ceux qui avaient réellement aidé à construire cette entreprise. Hailey a publié une longue histoire Instagram sur les faux amis qui oublient d'où ils viennent et les gens qui changent lorsqu'ils obtiennent de l'argent. Elle ne m'a pas nommée, mais c'était évident. Tout était écrit comme si elle était une victime de mon succès. Comme si je l'avais trahie en ne lui donnant pas la moitié de tout ce que j'avais construit. En 1 heure, des dizaines de personnes qui nous connaissaient à peine commentaient leur soutien à elle. Des emojis de cœur et des commentaires sur la façon dont elle méritait mieux. Comment les vrais amis se serraient les coudes. Comment l'argent révélait la vraie nature des gens. J'ai regardé les commentaires s'accumuler en me sentant malade, voyant à quel point il était facile pour elle de manipuler cette histoire alors que la plupart des gens ne connaissaient pas la vérité. J'avais désespérément envie de répondre publiquement. Je voulais publier toute ma documentation, chaque SMS ignoré et email non ouvert, chaque fois qu'elle faisait passer mon entreprise pour un bruit de fond dans sa vie. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai envoyé ma documentation complète aux 5 amis en qui j'avais vraiment confiance, ceux qui avaient été là pendant les années difficiles et qui connaissaient la véritable histoire. Leurs réponses sont arrivées rapidement, choquées et en colère en mon nom. Une amie a dit qu'elle avait toujours pensé que Hailey était égocentrique, mais elle n'avait jamais réalisé à quel point c'était grave. Une autre a dit qu'elle se sentait stupide de ne pas l'avoir vue plus tôt. Lire leurs messages m'a fait me sentir moins seule. Comme si je n'étais peut-être pas folle d'être en colère à ce sujet. Ma mère a appelé, contrariée parce que la mère de Hailey n'arrêtait pas de lui envoyer des SMS sur la façon dont j'avais brisé le cœur de sa fille pour de l'argent.
J'ai dû expliquer la situation réelle à ma mère parce que la version de Hailey était apparemment que nous avions construit l'entreprise ensemble en tant qu'associés égales. Ma mère n'arrêtait pas de dire qu'elle ne comprenait pas comment Haley pouvait prétendre cela alors qu'elle avait un emploi à temps plein tout le temps. Je lui ai expliqué l'histoire de l'avocat et de la demande de 50% et de la contre-offre de règlement de 2 millions de dollars. Ma mère est restée silencieuse, puis a dit qu'elle était fière de moi de m'être défendue. Elle a dit qu'elle m'avait élevée pour être juste, mais aussi pour ne pas être un paillasson, et donner des millions à quelqu'un qui n'a rien fait n'était juste pour personne. Mon avocate a envoyé une réponse formelle à l'avocat de Haley, exposant exactement pourquoi sa cliente n'avait aucune réclamation légale. Elle a inclus une ventilation détaillée de mon travail en solo, pour construire l'entreprise avec des dates et des documents, des relevés bancaires montrant que j'avais payé toutes les dépenses, des journaux de serveurs montrant que j'avais fait tout le codage, des chaînes de courriel avec des restaurants et des fermes qui n'avaient que mon nom, des enregistrements de calendrier de mes semaines de travail de 80 heures. Elle a ajouté que nous étions prêtes à demander tous les recours disponibles s'ils poursuivaient des litiges frivoles, ce qui, je le savais, signifiait une action reconventionnelle pour les honoraires d'avocat et le harcèlement. Lire la réponse m'a fait sentir puissante pour la première fois depuis le début de cette histoire. Comme si j'avais la preuve de la réalité plutôt que juste l'histoire inventée de Haley. 3 jours plus tard, l'avocat de Haley a quand même déposé une plainte, alléguant une rupture de contrat verbal, un enrichissement sans cause et le quantum mérui. Mon avocate avait raison de dire que c'était légalement faible, mais voir mon ex-meilleur ami me poursuivre en justice a quand même été un choc. Le dépôt de plainte est arrivé par courriel, et je me suis assise à lire ces mots légaux qui disaient essentiellement que je l'avais volé, que je lui devais des millions, que notre amitié signifiait que je devais partager tout ce que j'avais construit. Mes mains tremblaient, en tenant mon téléphone. Une partie de moi pensait toujours que ce n'était pas réel, que Hailey reviendrait à la raison et laisserait tomber. Mais la plainte était réelle, et elle ne reculait pas. L'équipe juridique de la société acquéreuse a appelé le lendemain matin, et j'ai passé 2 heures en téléconférence à expliquer toute la situation. Leur conseiller général n'arrêtait pas de demander s'il y avait un accord écrit. Un courriel où j'avais promis des actions, des documents qui pourraient donner du poids à ces revendications. Je leur ai montré mon dossier de preuves, montrant des centaines de SMS, où elles répondaient à peine aux mises à jour commerciales, des courriels qu'elles n'avaient jamais ouverts, des mémos vocaux, où elle disait qu'elle était trop fatiguée pour penser à mon passe-temps. L'avocat principal a semblé soulagé à la fin et m'a dit de les tenir informés, mais que cela ressemblait à un procès ennuyeux qui n'affecterait pas l'acquisition. Pourtant, je pouvais entendre l'inquiétude sous ces mots et je savais qu'ils étaient préoccupés par des complications qui feraient dérailler leur accord de 12 millions de dollars. Mon avocate a appelé cet après-midi-là pour me dire qu'elle avait déposé notre réponse. Elle semblait presque excitée en expliquant que non seulement nous nions les revendications, mais nous ripostions avec une action reconventionnelle pour les honoraires d'avocat, l'abus de procédure et l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Elle a dit « Nous sommes allés au nucléaire parce que les gens comme Hailey doivent apprendre qu'il y a des conséquences à essayer d'extorquer leurs amis qui réussissent. » L'action reconventionnelle exposait comment Hailey avait un emploi en marketing à temps plein pendant toute la période où elle prétendait construire mon entreprise, comment elle n'avait jamais contribué au travail ou à l'expertise commerciale, et comment elle tentait maintenant d'extorquer des millions par des menaces légales sans fondement. Lire le dépôt m'a fait me sentir puissante et effrayée à la fois, comme si je franchissais une ligne que je ne pouvais pas défaire. Mais Hailey avait franchi cette ligne en premier lorsqu'elle s'était présentée avec son avocat, exigeant la moitié de mon entreprise. 3 semaines plus tard, je me suis assise dans une salle de conférence pour ma déposition avec l'avocat de Hailey, répondant à des questions détaillées sur chaque conversation que nous avions eue à propos de l'entreprise. Il voulait en savoir plus sur la nuit où elle m'aurait aidé à choisir le nom de l'entreprise, sur les fois où elle m'avait donné des conseils sur le marketing ou la stratégie, sur son soutien émotionnel pendant les moments difficiles. J'ai répondu honnêtement que la plupart des conversations sur mon entreprise impliquaient que je parle pendant qu'elle regardait son téléphone ou changeait de sujet pour parler de sa vie amoureuse. Lorsqu'il m'a posé des questions sur des conseils spécifiques qu'elle m'avait donnés, j'ai expliqué qu'elle avait occasionnellement dit que les choses semblaient géniales, mais n'avait jamais offert d'opinion commerciale concrète. J'ai vu son visage changer lorsqu'il a réalisé que sa cliente avait menti sur son niveau d'implication. Ses questions sont devenues plus courtes et moins sûres au fur et à mesure que la déposition avançait. À la fin, il ne faisait que suivre les étapes, et j'ai réalisé qu'il savait qu'il représentait quelqu'un qui essayait de voler son ami. Mon avocate m'a appelé la semaine suivante après la déposition de Hailey, l'air satisfaite d'une manière qui m'a dit que les choses s'étaient mal passées pour l'autre partie. Elle a dit que Hailey n'avait pas pu nommer une seule contribution spécifique au-delà d'être là et de croire en moi lorsqu'elle a été pressée par des exemples concrets. Lorsqu'on lui a demandé quel produit de travail elle avait créé pour l'entreprise, Hailey a apparemment dit que le travail émotionnel était un produit de travail. Lorsqu'on lui a demandé combien d'heures elle avait consacré à des tâches commerciales, elle n'a pas pu donner de chiffres. Lorsqu'on lui a demandé de décrire son rôle dans l'entreprise, elle a dit qu'elle était la consultante en soutien émotionnel et la boîte de résonance.
Mon avocate a dit que la greffière du tribunal dissimulait à peine ses réactions et que l'avocat de Haley lui-même semblait mal à l'aise à la fin. Elle m'a dit que nous avions tout ce dont nous avions besoin pour que cela soit rejeté et probablement gagner notre action reconventionnelle pour les honoraires. 2 amis communs ont tendu la main pour s'excuser après que les dépôts légaux soient devenus semi-publics par le biais du groupe d'amis. Ils ont admis qu'ils n'avaient entendu que la version de Haley, où elle faisait comme si nous avions construit l'entreprise ensemble en tant qu'associés, et que je l'avais exclue lorsque l'argent était arrivé. Voir les documents légaux réels où elle prétendait être une consultante fondatrice, tout en ayant un emploi à temps plein différent tout le temps, leur a fait réaliser à quel point elle avait menti. Une amie a dit qu'elle se sentait stupide de ne pas avoir remis en question l'histoire de Haley plus attentivement, car tout le monde savait qu'elle travaillait dans le cabinet de marketing pendant ces années. L'autre amie a dit qu'elle était horrifiée que Haley me poursuive réellement pour quelque chose d'aussi manifestement faux, et s'est demandé sur quoi d'autres Haley avait menti au fil des ans. Leurs excuses m'ont fait du bien, mais c'était aussi triste qu'il ait fallu des documents légaux pour que les gens me croient, plutôt que son numéro de victime. Le juge a fixé une audience préliminaire 6 semaines plus tard pour aborder ce que le dépôt appelait la nature manifestement frivole des revendications. Mon avocate était convaincue qu'il rejetterait la majeure partie immédiatement, car Haley n'avait aucune preuve d'un accord ou d'une contribution commerciale réelle. Mais elle m'a averti que même avec un cas faible, le processus signifiait toujours des mois de ma vie consommés par cette bataille juridique. Des dates d'audience et des réunions avec des avocats, et le stress constant de ce que Haley pourrait revendiquer ensuite. L'acquisition progressait, mais j'ai dû divulguer la plainte à la société acquéreuse et regarder leurs avocats devenir nerveux face aux complications potentielles. Chaque jour ressemblait apporter un poids supplémentaire, sachant que mon ex-meilleur ami tentait activement de me voler des millions par le biais du système juridique. Je me suis plongée dans le travail pour éviter de penser à la plainte, me concentrant sur la transition d'acquisition et m'assurant que mon équipe était prise en charge. J'ai passé de longues heures à documenter les processus et à former le personnel de la société acquéreuse sur les systèmes de la plateforme. Plusieurs employés m'ont pris à part pour me dire qu'ils étaient dégoûtés par ce que Haley faisait, parce qu'ils avaient vu à quel point j'avais travaillé dur pour construire cette entreprise. Un développeur a dit qu'il se souvenait de moi dormant au bureau pendant les premiers jours, tandis que Haley publiait des histoires Instagram à partir de brunch chic. Une autre employée a dit qu'elle avait rencontré Haley quelques fois lorsqu'elle passait au bureau et qu'elle avait toujours trouvé étrange la façon dont elle agissait comme si elle faisait partie de l'entreprise alors qu'elle travaillait clairement ailleurs. Leur soutien a aidé, mais il ne pouvait pas complètement effacer le stress de savoir que quelqu'un essayait de détruire ce que j'avais construit. La campagne de médias sociaux de Haley s'est poursuivie avec des publications vagues sur la trahison et les gens qui montrent leur vrai visage lorsque l'argent s'interpose. Elle a publié des citations sur les faux amis, la loyauté et le fait de se défendre contre les personnes qui vous utilisent. J'ai remarqué qu'elle avait perdu quelques abonnés, mais qu'elle en avait gagné d'autres qui émettent le drama et laissèrent des commentaires de soutien sans connaître la situation réelle. Tout donnait l'impression qu'elle jouait la victime pour un public, élaborant un récit où elle était l'ami lésé plutôt que quelqu'un qui tentait de voler des millions. Une partie de moi voulait répondre et partager ma version publiquement, mais mon avocate a dit que cela ne ferait qu'empirer les choses et alimenterait l'histoire de victime de Haley. Alors je suis restée silencieuse et je l'ai regardé construire ce faux récit alors que j'avais des documents légaux qui prouvaient la vérité. Mon avocate a découvert que l'avocat de Haley travaillait à la commission après avoir fait des recherches sur sa pratique. Cela signifiait qu'il n'était payé que s'il gagnait ou parvenait à un règlement, prenant généralement un tiers de ce que Haley recevait. Elle a expliqué que c'était pourquoi il avait déposé la plainte malgré le cas faible, car il pariait essentiellement que je réglerais pour éviter les tracas et les honoraires d'avocat. S'il pouvait me faire peur pour payer ne serait-ce que quelques centaines de milliers pour que cela disparaisse, il partirait avec une belle somme d'argent pour un travail minimal. Mon avocate a dit « Ce type d'avocat s'attaque au désir des personnes qui réussissent d'éviter le drama et les coûts des litiges. » Mais nous n'allions pas régler, car céder n'encouragerait que plus de gens à essayer d'extorquer leurs amis avec de fausses plaintes. L'audience préliminaire est finalement arrivée, et je me suis assise dans la salle d'audience à regarder le juge lire les dépôts, l'air de plus en plus agacé. Il a demandé à l'avocat de Haley d'expliquer quel travail ou contribution commerciale spécifique sa cliente avait fourni pour justifier une réclamation pour la moitié de l'entreprise. La réponse de l'avocat était un bégaiement décousu sur le travail émotionnel et l'amitié, et le fait d'être présente pendant le parcours, et la façon dont les relations commerciales modernes incluent des contributions non traditionnelles. Le juge l'a interrompu et a demandé des exemples concrets de travail effectué, de contrats signés, de décisions commerciales prises ou de propriétés intellectuelles créées. L'avocat a bégayé à travers un langage plus vague sur les systèmes de soutien, la croyance et l'encouragement. J'ai vu l'expression du juge passer d'agacé à ouvertement sceptique, alors qu'il réalisait que cette plainte était exactement aussi frivole que le prétendait notre dépôt. La voix du juge a coupé le silence de la salle d'audience comme un couteau. Il a d'abord rejeté la demande de rupture de contrat, indiquant qu'il n'y avait pas d'accord écrit et aucune preuve qu'il y en ait jamais eu un. La demande de Quantum Meruit a suivi,
car Haley n'a pu prouver aucun service réel qu'elle avait fourni qui avait de la valeur pour l'entreprise. J'ai vu le visage de son avocat pâlir, alors que le juge examinait chaque plainte avec une précision clinique. Puis est venue la partie qui m'a retourné l'estomac. La plainte pour enrichissement sans cause allait de l'avant car, à ce stade préliminaire, le tribunal devait supposer que toutes les allégations de Haley étaient vraies. Mon avocate m'a serré le bras et a chuchoté que c'était attendu, que nous l'annulerions lors du jugement sommaire. Mais entendre le juge dire qu'une plainte avait survécu m'a donné l'impression d'avoir perdu. En sortant du palais de justice, j'ai vu Haley près de la sortie avec son avocat. Elle était dos à moi, mais elle s'est retournée lorsqu'elle a entendu la porte s'ouvrir. Nos regards se sont croisés pendant peut-être 2 secondes avant qu'elle ne regarde son téléphone et ne se dirige rapidement vers le parking. Quelque chose à propos de cet instant m'a frappé plus que l'audience elle-même. Elle croyait réellement à sa propre histoire. Elle s'était convaincue qu'écouter mes discussions sur l'entreprise autour d'un verre de vin faisait d'elle une associée fondatrice. La supercherie était si complète qu'elle avait engagé un avocat et intenté une action en justice, basée uniquement sur sa version déformée de notre amitié. Je suis restée là à la regarder disparaître derrière un coin, et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment connue. Stratégie juridique et soutien. Mon avocate a déposé la requête en jugement sommaire 3 jours plus tard. Elle a passé un après-midi entier à m'expliquer la stratégie juridique, détaillant que même si le tribunal acceptait chaque affirmation de Haley comme une vérité absolue, elle n'aurait toujours aucune base légale pour une compensation. Le soutien émotionnel ne crée pas de partenariats commerciaux. Écouter quelqu'un parler ne donne pas droit à ses bénéfices. Être présent pendant le parcours de quelqu'un ne vous donne pas la propriété de sa destinée. La requête se composait de 50 pages d'arguments juridiques étayés par la jurisprudence, démontrant que l'amitié, même si Haley voulait la manipuler, n'était pas un contrat. Mon avocate a dit que nous aurions une décision dans les 60 jours, à moins que le juge ne soit complètement incompétent. Et d'après l'audience préliminaire, elle ne pensait pas que l'incompétence était le problème. Le PDG de la société acquéreuse m'a appelé 2 jours après le dépôt de la requête. Je l'avais rencontré 2 fois pendant les négociations, mais cela semblait différent. Plus personnel. Il m'a dit qu'il n'était pas inquiet que le procès affecte l'accord, car son équipe juridique avait tout examiné et était d'accord sur le fait qu'il n'avait aucun sens. Il a ensuite partagé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il y a des années, lorsqu'il a vendu sa première entreprise, un ami de le collège avait tenté de réclamer qu'il méritait des actions parce qu'il avait permis au PDG de dormir sur son canapé pendant la phase de démarrage. L'ami avait même engagé un avocat et envoyé des lettres menaçantes sur la façon dont il avait fourni un logement et un soutien émotionnel pendant les premiers jours cruciaux. Le PDG avait appris à ses dépens que le succès fait ressortir le pire chez les gens qui se sentent en droit de bénéficier de votre travail sans rien faire du travail eux-mêmes. Il a dit que me voir gérer Haley avec des limites claires et de la documentation lui rappelait ce qu'il aurait aimé faire différemment. J'ai commencé à consulter un thérapeute la semaine suivante. Mon avocate l'avait suggéré lors d'une de nos réunions, disant que la bataille juridique était une chose, mais que le traitement du préjudice émotionnel en était une autre. Le cabinet de la thérapeute se trouvait dans un immeuble du centre-ville avec des plantes partout et de la musique douce jouant dans la salle d'attente. Je me suis assise sur son canapé lors de cette première séance et j'ai essayé d'expliquer ce que je ressentais à l'idée de perdre ma plus ancienne amie. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que je parlais de tous les souvenirs que nous avions partagés, des blagues, des conversations nocturnes et des années d'histoire qui, selon moi, signifiaient quelque chose. Puis elle m'a posé une question qui a tout changé. Elle voulait savoir si j'étais en deuil de l'amitié que j'avais réellement eue ou de l'amitié que j'avais cru avoir. J'ai réalisé que j'étais en deuil de quelque chose qui n'avait jamais vraiment existé. Fin de la bataille légale. L'avocat de Haley a déposé sa réponse à notre requête en jugement sommaire 6 semaines plus tard. Mon avocate m'a appelé en riant après l'avoir lu, disant que c'était l'acte juridique le plus non professionnel qu'elle ait vu en 15 ans de pratique. Il ne s'agissait que d'arguments émotionnels sur la valeur de l'amitié et la façon dont les relations commerciales modernes incluaient des contributions non traditionnelles. Il avait en fait écrit un paragraphe sur la façon dont la société sous-évaluait le travail émotionnel et les contributions des femmes au succès masculin, ignorant complètement que j'étais aussi une femme et que le travail émotionnel n'était toujours pas une base légale pour détenir des actions. Mon avocate a dit que ça se lisait comme un journal intime plutôt que comme un argument juridique, ce qui signifiait probablement qu'il savait qu'il perdait et qu'il n'avait plus rien à faire. 4 de nos amis communs ont organisé un dîner cette semaine-là et m'ont dit spécifiquement que Haley n'était pas invitée. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant et j'ai pu sentir la tension avant que quiconque ne dise quoi que ce soit. Ils se sont excusés un par un de ne pas avoir percé la façade de victime de Haley immédiatement. Une amie a admis qu'elle s'était sentie mal à l'aise avec les publications de Haley sur les réseaux sociaux, avant même le procès, mais qu'elle n'avait pas voulu s'impliquer. Une autre a dit qu'elle remettait en question d'autres aspects de son amitié avec Haley, se souvenant de moments où Haley avait fait en sorte que tout tourne autour d'elle ou manipulait des situations pour se poser en victime.
Elles avaient toutes reçu des messages de Haley leur demandant de me parler, de me convaincre de régler, de me rappeler que l'amitié devrait primer sur l'argent. Être assise là avec ces 4 personnes qui m'avaient vraiment soutenue m'a donné la preuve que je n'avais pas été folle de me défendre. Ma mère a appelé ce week-end avec une nouvelle qui m'a fait rire aux éclats. La mère de Haley avait finalement cessé de lui envoyer des SMS après que ma mère lui ait envoyé des copies des documents juridiques réels. Apparemment, lire ce que Haley avait réclamé au tribunal, le voir détaillé en langage juridique, selon lequel elle méritait la moitié d'une entreprise pour laquelle elle n'avait jamais travaillé, avait été trop même pour sa propre mère. Ma mère a dit que la mère de Haley avait répondu par un court message, disant qu'elle n'avait pas réalisé l'étendue complète de ce que Haley réclamait et qu'elle ne nous contacterait plus. Même la femme qui avait élevé Haley et qui voulait probablement soutenir sa fille ne pouvait pas défendre le fait qu'elle exige la moitié de l'entreprise de quelqu'un d'autre uniquement sur la base de l'amitié. La décision du juge sur notre requête en jugement sommaire est arrivée 8 semaines après notre dépôt. Mon avocate m'a appelée au travail et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. Le procès complet a été rejeté avec préjudice, ce qui signifie que Haley ne pouvait pas le déposer à nouveau. Le juge avait écrit dans son ordonnance que le soutien émotionnel entre amis, aussi précieux qu'il puisse être personnellement, ne crée aucune obligation légale de partager les bénéfices commerciaux. Il est allé plus loin et nous a accordé les honoraires et les frais d'avocat, déclarant spécifiquement que la plainte était frivole et dénuée de fondement. Mon avocate a dit que le langage était inhabituellement sévère et signifiait probablement que le juge était agacé que cette affaire ait fait perdre du temps au tribunal. Je me suis assise à mon bureau en regardant le courriel avec l'ordonnance du tribunal ci-jointe et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Clôture de l'acquisition et sanction. 2 jours plus tard, l'avocat de Haley a déposé un avis d'appel. Mon avocate l'a qualifié de tactique dilatoire avant même que je ne puisse paniquer. Elle a expliqué que la décision était juridiquement solide et que nous gagnerions facilement l'appel, mais cela signifiait que cela traînerait encore quelques mois pendant que la cour d'appel examinait tout et arrivait à la même conclusion que le juge de première instance. J'ai reporté mon attention sur l'accord d'acquisition, allant de l'avant avec la documentation finale et les négociations avec la société de technologie. Mon avocate m'a tenu au courant de l'état de l'appel, mais elle était confiante que cela n'affecterait rien. L'équipe juridique de la société acquéreuse a fait une dernière vérification de tout, s'assurant que le rejet du procès était solide et définitif. Leur PDG m'a appelé personnellement pour me dire qu'ils étaient impressionnés par la façon dont j'avais géré toute la situation. Il m'a dit que la plupart des entrepreneurs auraient paniqué ou réglé juste pour que cela disparaisse, mais que j'avais protégé l'entreprise et tenu bon. L'appel m'a fait sentir que j'avais fait quelque chose de bien au-delà de la simple construction d'un bon produit. Au cours des 3 semaines suivantes, nous avons finalisé chaque détail de la vente. J'ai rencontré mon équipe pour expliquer ce qui se passerait après l'acquisition, m'assurant que tout le monde savait que leur emploi était sûr et que la nouvelle entreprise appréciait ce que nous avions construit. Plusieurs employés m'ont pris à part pour me dire qu'ils étaient heureux que je n'ai pas laissé quelqu'un s'attribuer le mérite d'un travail qu'il n'avait pas fait. Un de mes développeurs m'a dit qu'il m'avait vu coder à 3 heures du matin pendant les premiers jours et qu'il savait exactement à quel point j'avais sacrifié pour construire cela. La vente a été conclue un mardi matin dans une salle de conférence du centre-ville. J'ai signé ce qui ressemblait à une centaine de pages tandis que les avocats des 2 parties étaient témoins de tout. Quand ce fut fini, le PDG de la société acquéreuse m'a serré la main et m'a souhaité la bienvenue à leur conseil consultatif. Je suis sortie de cet immeuble en sachant que j'avais 4 millions de dollars à venir après que tous les paiements aux investisseurs et les impôts aient été traités. Ce n'était pas assez pour prendre ma retraite à 30 ans, mais c'était de l'argent réel que j'avais gagné moi-même grâce à des années de travail que personne d'autre ne voulait faire. Le virement bancaire est arrivé sur mon compte 3 jours plus tard, et je suis restée à regarder le chiffre sur l'écran de mon téléphone pendant 5 minutes. 4 200 000 $. De l'argent qui représentait chaque appel matinal à la ferme, chaque nuit passée à apprendre le codage, chaque présentation de restaurant, chaque service de serveuse où j'avais été trop fatiguée pour tenir debout. J'avais construit quelque chose de réel. Et quelqu'un m'avait payé de l'argent réel pour cela, et pas un seul dollar n'appartenait à quelqu'un qui n'avait pas réellement travaillé pour cela. Mon avocate a appelé ce même après-midi avec des nouvelles de l'appel. Elle avait déposé notre requête en rejet pour caractère frivole et demandé des sanctions supplémentaires contre Ali pour avoir fait perdre le temps de tout le monde avec un litige sans fondement. Elle semblait presque excitée en expliquant que nous créions un précédent avec cette affaire, car trop de gens croient qu'ils peuvent poursuivre des amis pour des réclamations imaginaires sans faire face à aucune conséquence. Elle a dit que la cour d'appel avait toute notre documentation montrant l'absence totale d'implication de Ali et que la décision du juge de première instance avait été si claire qu'il n'y avait pratiquement rien à annuler. Je lui ai demandé combien de temps prendrait le processus d'appel, et elle a estimé peut-être 1 mois avant que nous sachions quelque chose. J'ai passé ce mois à organiser correctement ma vie financière pour la première fois. J'ai rencontré un conseiller financier, ouvert des comptes de placement, remboursé la petite dette que j'avais encore des débuts de l'entreprise. J'ai mis de l'argent de côté pour les impôts, ouvert des comptes de retraite et commencé à penser réellement à ce que je voulais faire ensuite au lieu de simplement survivre au jour le jour.
C'était étrange d'avoir un répit après des années de stress financier constant. 3 semaines et 2 jours après que mon avocate ait déposé la requête en rejet, elle m'a appelé alors que je faisais les courses. La cour d'appel avait rejeté l'appel de Haley sans même nous obliger à déposer un mémoire en réponse. Ils avaient relu le dossier du tribunal de première instance, examiné notre requête et décidé que tout était si manifestement frivole qu'il n'allait pas perdre de temps en plaidoiries orales ou en mémoire. Encore mieux, ils nous avaient accordé des honoraires d'avocat supplémentaires plus 15 000 $ de sanctions contre Haley personnellement pour avoir intenté un litige qui n'avait aucun fondement juridique. Mon avocate riait pratiquement en expliquant que la cour d'appel avait utilisé un langage dans son ordonnance qui pointait essentiellement Haley du doigt pour avoir tenté d'abuser du système juridique. Je me suis tenue dans la section des fruits et légumes, tenant un sac de pommes, et j'ai ressenti une vague de satisfaction qui était presque effrayante par son intensité. 2 jours plus tard, mon avocate m'a transféré un courriel de l'avocat de Haley. Il se retirait de la représenter, avec effet immédiat. Le courriel était professionnel, mais on pouvait lire entre les lignes qu'il en avait fini de travailler gratuitement sur une affaire qu'il avait maintenant perdue 2 fois. Mon avocate a dit que la plupart des avocats à la commission s'accrochent à un appel s'ils pensent qu'il y a une chance de gagner. Mais ce type avait clairement réalisé que Haley lui avait menti sur son implication réelle dans mon entreprise. J'ai ressenti une sorte de satisfaction sombre en sachant que la tentative de vol de Haley lui coûtait maintenant de l'argent au lieu de l'enrichir. Elle devrait payer nos honoraires d'avocat du procès et de l'appel, plus les sanctions des 2 tribunaux. Mon avocate a estimé que cela se situerait autour de 32 000 $ au total, et elle a dit qu'elle serait agressive pour les recouvrer parce que les gens devaient apprendre que les procès d'amitié ont de réelles conséquences. Le paiement est apparu sur le compte en fidéicommis de mon avocate environ 10 jours plus tard. Elle a appelé pour me dire que le chèque avait été compensé et qu'elle traitait la distribution finale pour couvrir nos honoraires. Elle a mentionné que le chèque provenait d'un compte au nom de Haley et de son père, ce qui signifiait que ses parents l'avaient probablement payé, car Haley n'avait certainement pas ce genre d'argent. J'ai pensé à la mère de Haley qui appelait ma mère pour la culpabiliser d'avoir brisé le cœur de sa fille. Et maintenant, les propres parents de Haley savaient exactement ce qu'elle avait essayé de faire. Ils avaient vu les documents judiciaires détaillant ses revendications, lu les décisions des juges qualifiant le procès de frivole, puis fait un chèque de 32 000 $ pour couvrir les conséquences de la cupidité de leur fille. Leçon et avenir. Au cours des semaines suivantes, plusieurs amis communs ont tendu la main pour me raconter ce que Haley disait à propos de tout cela. Apparemment, elle se plaignait que le système juridique était truqué en faveur des gens riches, que les juges prenaient un parti pour celui qui avait le plus d'argent, qu'elle n'avait jamais eu une chance équitable parce que je pouvais me payer de meilleurs avocats. La dissonance cognitive était presque impressionnante. Elle essayait littéralement de s'enrichir grâce à mon travail, exigeant la moitié de 12 millions de $ pour n'avoir rien fait. Et maintenant, elle se victimisait en disant que les gens riches avaient des avantages. Une amie m'a dit que Haley avait publié quelque chose sur les réseaux sociaux sur la façon dont le système judiciaire protégeait la richesse au détriment des relations. Et un groupe de personnes qui ne connaissaient pas la vraie histoire avait commenté avec sympathie. Je n'ai pas répondu ni interagi, car à quoi bon? Les personnes importantes connaissaient la vérité, et Haley pouvait raconter l'histoire dont elle avait besoin. J'ai pris une partie de mon argent d'acquisition et j'ai planifié des vacances pour les amis qui m'avaient vraiment soutenu pendant le procès. Les 4 personnes qui n'avaient jamais remis en question ma version, qui avaient écouté quand j'avais besoin de me défouler, qui m'avaient rappelé que je faisais ce qu'il fallait quand je me sentais coupable. J'ai loué une maison à la plage pour 1 semaine et nous avons passé du temps à nager, à cuisiner et à veiller tard à parler de tout, sauf de Haley. Personne n'a mentionné son nom pendant tout le voyage, ce qui m'a semblé être la conclusion dont j'avais besoin. C'étaient de vrais amis qui m'ont soutenu sans rien attendre en retour, et passer du temps avec eux m'a rappelé ce qu'était la véritable amitié. Quand je suis revenue de la plage, mon ancien investisseur en technologie a appelé pour me demander si je voulais rencontrer d'autres entrepreneurs avec qui il travaillait. Il leur avait raconté mon histoire, à la fois le succès commercial et la façon dont j'avais géré le procès, et plusieurs personnes voulaient me parler de leurs propres entreprises en démarrage. J'ai commencé à rencontrer des fondateurs qui étaient là où j'étais 2 ans plus tôt, essayant de comprendre comment construire quelque chose de durable. J'ai partagé ce que j'avais appris sur le développement de produits, l'acquisition de clients, la constitution d'équipes et la façon de se protéger légalement des personnes qui pourraient leur prétendre mériter des actions qu'elles n'avaient pas gagnées. Aider d'autres personnes à éviter mes erreurs semblait plus significatif que de rester assise à ruminer la trahison de Haley. Une femme que je conseillais était confrontée à un ami qui n'arrêtait pas d'insinuer qu'il méritait des actions pour son soutien émotionnel. Et j'ai pu la guider sur la manière exacte de tout documenter et d'établir des limites claires avant que cela ne devienne un gâchis juridique. La voir gérer cela de manière proactive plutôt que réactive comme j'avais dû le faire m'a fait sentir que quelque chose de bien était ressorti de mon expérience. 6 mois après la fin officielle du procès, j'ai croisé Haley dans un café du centre-ville. J'attendais ma commande lorsque je l'ai vue entrer, et nos regards se sont croisés pendant peut-être 2 secondes avant qu'elle ne fasse littéralement demi-tour et ne sorte.
Une partie de moi était triste que notre amitié se soit terminée de cette façon, que quelqu'un que je connaissais depuis le lycée soit maintenant quelqu'un qui ne pouvait même pas être dans la même pièce que moi. Mais surtout, j'ai ressenti un soulagement de ne plus avoir à faire semblant. Je n'avais plus à agir comme si son intérêt minimal pour ma vie avait été un véritable soutien. Je n'avais plus à minimiser mon propre travail pour qu'elle se sente mieux dans ses choix. Je n'avais plus à maintenir une amitié qui avait probablement été unilatérale pendant des années, avant que le procès ne le rende évident. J'ai pris mon café et je suis retournée à ma voiture, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Quelques semaines après ce moment au café, une de nos amies communes m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle avait rencontré Hailey lors d'un événement de réseautage. Apparemment, Hailey a passé tout le temps à parler de ses plans pour lancer sa propre entreprise et de la façon dont elle allait avoir beaucoup plus de succès que moi. Mon amie m'a envoyé ce message comme si elle s'attendait à ce que je sois contrariée ou menacée. Mais honnêtement, je me sentais juste fatiguée. J'ai répondu que j'espérais vraiment que Hailey construirait quelque chose de réussi, car peut-être que le processus de création d'une entreprise à partir de zéro lui apprendrait ce qu'est le vrai travail. Peut-être qu'elle comprendrait pourquoi son soutien émotionnel ne valait pas 6 millions de dollars si elle devait passer 2 ans à s'enseigner des compétences la nuit après avoir travaillé toute la journée, ou à appeler des clients potentiels qui lui raccrochaient au nez, ou à manger des ramen pendant des mois pour payer les coûts de serveur. Mon amie a répondu avec beaucoup de points d'interrogation, comme si elle ne pouvait pas croire que je ne sois pas en colère. Mais je le pensais. La meilleure chose qui puisse arriver à Hailey serait d'apprendre la différence entre regarder quelqu'un construire quelque chose et le construire soi-même. J'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire ensuite avec l'argent de l'acquisition. Après les paiements aux investisseurs et les impôts, j'avais environ 4 millions de dollars pour travailler, ce qui était suffisant pour financer une nouvelle aventure sans avoir besoin de capital extérieur immédiatement. Je n'arrêtais pas de revenir à la technologie agricole, parce que j'avais passé 4 ans à établir des relations avec des fermes dans 3 États et que je comprenais leurs problèmes mieux que la plupart des gens de la technologie. Les agriculteurs avec qui j'avais travaillé étaient aux prises avec beaucoup d'inefficacité dans leurs opérations. Des systèmes d'irrigation qui gaspillaient l'eau aux équipements qui tombèrent constamment en panne et aux problèmes de chaîne d'approvisionnement qui leur coûtèrent de l'argent à chaque saison, j'ai commencé à esquisser des idées pour une plateforme qui aiderait les fermes à optimiser l'utilisation de leurs ressources grâce à l'analyse de données et aux capteurs. Rien de sophistiqué ou de compliqué, juste des outils pratiques qui leur feraient économiser de l'argent et faciliteraient leur travail. J'ai contacté certains des propriétaires de fermes que j'avais appris à connaître grâce à ma première entreprise, leur demandant si je pouvais leur rendre visite et discuter de leurs plus grands défis opérationnels. 3 d'entre eux m'ont invité à sortir la première semaine, ce qui m'a semblé être une validation du fait que j'avais établi de véritables relations lors de ces appels téléphoniques matinaux il y a des années. J'ai conduit jusqu'à une ferme laitière à environ 2 heures de route et j'ai passé l'après-midi à marcher avec le propriétaire pendant qu'il m'expliquait ses problèmes d'irrigation et me montrait ses journaux d'entretien de l'équipement. Il m'a fait suffisamment confiance pour partager des chiffres réels sur ses coûts et ses pertes, ce qui était exactement le type de données dont j'avais besoin pour construire quelque chose d'utile. Le travail était agréable d'une manière qui n'avait rien à voir avec Hailey ou le procès ou tout ce drame. C'était juste moi faisant ce que je faisais bien. Identifier les problèmes et trouver des solutions. Quelques jours plus tard, mon avocate m'a envoyé une dernière lettre clôturant officiellement l'affaire. Elle a écrit qu'elle était fière de moi de m'être défendue et de ne pas avoir cédé lorsque Hailey avait tenté de m'intimider avec des menaces légales. La lettre disait que trop de gens règlent ces tentatives d'extorsion d'amitié parce qu'ils se sentent coupables de leur succès, comme s'ils devaient en quelque sorte aux autres une partie de ce qu'ils avaient à gagner grâce à leur propre travail. Elle a expliqué que riposter de la manière dont je l'avais fait protège tout le monde, car cela crée un précédent selon lequel vous ne pouvez pas simplement exiger de l'argent de personnes qui réussissent en affirmant que vous avez fourni un soutien émotionnel. Sa lettre m'a fait penser au nombre d'entrepreneurs qui sont probablement confrontés à des situations similaires et qui perdent simplement les gens pour que le problème disparaisse. Je me suis demandé combien de personnes avaient donné de l'argent à des amis ou à des membres de leur famille qui se sentaient en droit de bénéficier de leur succès, non pas parce qu'ils le méritaient réellement, mais parce que dire non semblait trop difficile ou trop méchant. Mon avocate a terminé la lettre en disant que je devrais être fière de moi pour avoir établi des limites claires et protégé mon travail, et qu'elle espérait que plus de gens suivraient mon exemple. Lire cette lettre m'a donné la permission de tourner enfin complètement la page sur toute la situation. J'ai décidé d'écrire sur l'expérience sans nommer Hailey ni inclure de détails qui l'identifieraient spécifiquement. Je me suis concentrée sur les leçons que j'avais apprises sur les limites, sur le fait de tout documenter dans les relations commerciales, sur le fait de ne pas laisser la culpabilité l'emporter sur le bon sens lorsque les gens font des demandes déraisonnables. Et j'ai écrit sur la façon dont le soutien émotionnel entre amis est précieux et important, mais ne crée aucune obligation de partager les bénéfices commerciaux à moins qu'il n'y ait eu un accord réel et une contribution de travail réelle. La publication était assez factuelle, juste moi partageant ce qui s'était passé et ce que j'avais appris, mais je l'ai publiée sur quelques forums et subreddits d'entrepreneurs où je pensais que cela pourrait aider d'autres personnes.
En 2 jours, la publication a eu des milliers de vues et des centaines de commentaires. Ma boîte de réception s'est remplie de messages de personnes me disant qu'elles avaient été confrontées à des situations presque identiques, des amis ou des membres de la famille qui avaient exigé de l'argent après leur succès. Une femme m'a dit que sa sœur avait tenté de réclamer la propriété de sa boulangerie parce qu'elle avait goûté des recettes pendant la phase de développement. Une autre personne a dit que son colocataire d'université avait exigé des actions dans son entreprise de logiciels parce qu'il leur avait permis de se plaindre des problèmes de codage autour de 2 bières. Les histoires étaient toutes légèrement différentes. Mais le schéma était exactement le même. Des gens qui n'avaient pas fait le vrai travail se sentaient en droit d'avoir les récompenses. Plusieurs personnes m'ont remercié d'avoir écrit à ce sujet parce qu'elles s'étaient senties seules face à ces situations et coupables d'avoir dit non à des personnes qui leur étaient chères. Lire tous ces messages m'a fait réaliser à quel point ce problème était courant et à quel point peu de gens en parlaient ouvertement. Une semaine après que la publication soit devenue virale, j'ai commencé à recevoir des courriels de personnes me demandant si je prendrais la parole lors d'événements sur la façon de bâtir des entreprises et de gérer les situations personnelles difficiles qui surviennent lorsque vous réussissez. Un groupe d'entrepreneuriat féminin voulait que je parle lors de leur réunion mensuelle. Un incubateur de startups a demandé si je ferais une table ronde sur la façon de se protéger légalement en tant que fondateur. Une école de commerce m'a invité à parler à leurs étudiants des défis du monde réel qui ne sont pas abordés en classe. J'ai accepté toutes les invitations parce que j'ai réalisé que mon expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, me positionnait en réalité pour aider d'autres personnes à éviter des problèmes similaires ou à mieux les gérer s'ils survenaient. Devenir conférencière et réseauter. Le premier événement de prise de parole a eu lieu dans un espace de coworking du centre-ville où environ 30 femmes entrepreneurs s'étaient réunies pour leur rencontre mensuelle. J'ai raconté mon histoire sans nommer Hailey, en me concentrant sur les étapes spécifiques que j'avais prises pour me protéger et les leçons que j'avais apprises sur la documentation et les limites. Pendant la période de questions, presque toutes avaient une histoire sur quelqu'un dans leur vie qui se sentait en droit de bénéficier de leur succès. Nous avons fini par parler pendant 1 heure supplémentaire après la fin de la réunion officielle. Tout le monde partageait des expériences et des conseils. Une journaliste qui avait assisté à cette réunion m'a contactée quelques jours plus tard, souhaitant écrire un article sur les ruptures d'amitié dans des contextes d'affaires. Elle a dit que c'était un sujet qui touchait beaucoup de gens, mais qui recevait rarement une couverture sérieuse parce que tout le monde se sentait trop coupable ou honteux d'en parler publiquement. J'ai accepté d'être interviewée de manière anonyme, et elle a écrit un article très réfléchi sur la façon dont le succès peut révéler la véritable nature des relations qui semblaient de solides avant que l'argent ne s'interpose. L'article citait plusieurs entrepreneurs ayant eu affaire à des amis qui exigèrent des actions ou des paiements pour des contributions minimes et a aidé à normaliser la conversation d'une manière qui a permis aux gens de se sentir moins seuls. La journaliste m'a envoyé l'article publié, et j'ai lu tous les commentaires, qui étaient principalement des personnes partageant leurs propres histoires ou la remerciant d'avoir couvert le sujet. Grâce aux événements de prise de parole et aux réponses à l'article, j'ai établi des liens avec un groupe d'environ 8 femmes entrepreneurs qui avaient toutes été confrontées à des personnes de leur passé, leur réclamant de l'argent après leur succès. Nous avons commencé à nous rencontrer mensuellement pour prendre un café, créant un réseau de soutien informel où nous pouvions parler honnêtement des défis du succès sans que personne ne nous juge pour avoir établi des limites ou protégé notre travail. Rencontrer ces femmes m'a fait réaliser à quel point ce schéma était courant, surtout pour nous les femmes qui avions été socialisées toute notre vie, à donner la priorité aux relations et à accommoder les sentiments des autres avant nos propres besoins. Nous avons parlé de la difficulté de dire non à des amis ou à des membres de la famille, même lorsque leurs exigences étaient complètement déraisonnables, et de la quantité de culpabilité que nous portions pour avoir choisi notre travail au détriment de relations qui se sont avérées être conditionnelles. La nouvelle entreprise et les leçons apprises. Quoi qu'il en soit, ma nouvelle entreprise a commencé à prendre de l'ampleur à mesure que je développais la plateforme de technologie agricole. J'avais des prototypes fonctionnels des systèmes de capteurs et j'avais signé des accords avec 5 fermes pour tester la plateforme lors de la prochaine saison de croissance. Mais cette fois, j'étais beaucoup plus prudente quant à la personne avec qui je discutais de l'entreprise et à la quantité de détails que je partageais. J'avais appris que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vos rêves et à vos plans, même les personnes qui vous sont chères, car certaines personnes utiliseront cette information contre vous plus tard ou se sentiront en droit de bénéficier de votre succès simplement parce qu'elles l'ont su tôt. J'ai gardé mon cercle restreint et ne n'ai discuté des détails qu'avec des personnes qui avaient une réelle expertise à apporter ou qui étaient impliquées par des investissements ou des partenariats. Un après-midi, j'ai reçu un message sur LinkedIn de quelqu'un qui disait avoir travaillé avec Hailey dans son cabinet de marketing. Le message expliquait que Hailey avait été licenciée quelques mois auparavant pour s'être attribué à plusieurs reprises le mérite du travail effectué par d'autres, affirmant qu'elle avait dirigé des projets auxquels elle n'avait que peu contribué et mettant son nom sur des présentations que d'autres membres de l'équipe avaient créées. La personne a dit qu'elle avait vu mon article de blog et reconnu immédiatement le schéma. Et elle voulait que je sache que le comportement de Hailey à mon égard n'était pas un incident isolé,
mais faisait partie de sa manière générale de fonctionner. Je suis restée assise à regarder ce message pendant longtemps, ne me sentant pas heureuse que Haley perde son emploi. Mais pas surprise non plus. Le schéma avait toujours été là. Je n'avais simplement pas voulu le voir clairement quand nous étions amis. Elle était toujours prompte à s'attribuer le mérite et lente à faire le travail réel. Toujours prête à être sur les photos célébrant le succès, mais jamais présente pour les parties difficiles de la construction de quelque chose. J'ai remercié la personne de m'avoir contactée, puis j'ai fermé LinkedIn, ne voulant plus penser à Haley. J'ai pris une partie de l'argent de mon acquisition et j'ai commencé à investir dans d'autres startups fondées par des femmes. Voulant soutenir les entrepreneurs qui faisaient réellement le travail et construisaient de véritables entreprises. J'ai envoyé des chèques à une plateforme de livraison de repas, à une marque de vêtements durables et à une entreprise de technologie de la santé. Toutes fondées par des femmes qui me rappelaient moi-même il y a quelques années, travaillant des heures folles et misant tout sur leur vision. Plusieurs des fondatrices m'ont dit qu'avoir une investisseuse qui comprenait le parcours faisait une grande différence. Quelqu'un qui savait ce que ça faisait de construire quelque chose à partir de rien et qui n'attendait pas de résultats du jour au lendemain ou de réponses faciles. J'ai commencé à voir un thérapeute environ 3 mois après la fin du procès, non pas parce que je me sentais brisée, mais parce que je voulais comprendre ce qui s'était passé et m'assurer d'en tirer des leçons. Le cabinet du thérapeute était dans une maison en pierre reconvertie, avec des murs gris doux et des plantes partout. Et lors de notre première séance, j'ai expliqué toute la situation avec Haley du début à la fin. La thérapeute a écouté sans m'interrompre, puis elle m'a demandé ce que j'avais appris sur moi-même à travers cette expérience. J'y ai réfléchi 1 minute avant de répondre que j'avais appris que je pouvais me défendre même lorsque cela me coûtait des relations. Et cela me semblait être une force que je ne savais pas que j'avais. La thérapeute a hoché la tête et a dit que beaucoup de gens luttent toute leur vie pour établir des limites, parce qu'ils ont peur d'être perçus comme égoïstes ou méchants. Nous avons passé les séances suivantes à discuter de la façon dont le procès, bien que douloureux, m'a en fait donné de la clarté sur qui je suis et ce que je valorise. J'ai appris que protéger mon travail n'était pas seulement une question d'argent, mais de respect pour l'effort et le sacrifice consenti pour construire quelque chose de réel. La thérapeute m'a aidé à voir que la plainte de Haley était probablement le cadeau le plus clair qu'elle aurait pu me faire, car elle m'a forcé à arrêter de prétendre que notre amitié était quelque chose qu'elle n'était pas. À peu près au même moment, j'ai renoué avec des amis de mes jours de serveuse qui m'avaient vue pendant la phase de construction. J'ai rencontré 3 d'entre eux pour dîner dans le même restaurant où nous avions travaillé ensemble, et franchir les portes m'a rappelé les souvenirs d'arriver au quart de travail épuisé après avoir codé toute la nuit. Nous nous sommes assis dans une cabine à l'arrière, et ils m'ont posé des questions sur la vente de l'entreprise et la situation avec Haley, dont ils avaient entendu parler par des contacts mutuels. Je leur ai donné la version courte, et ils ont tous secoué la tête en disant qu'ils n'étaient pas surpris que Haley ait fait une chose pareille. L'une d'entre elles, Sarah, a dit qu'elle se souvenait comment j'apportais mon ordinateur portable au travail et codais pendant les périodes calmes, tandis que Haley venait pour des apéritifs gratuits et se plaignait de son travail de bureau. Une autre amie a mentionné qu'ils avaient toujours su que j'allais réussir, parce qu'ils avaient vu le dévouement et le sacrifice de première main. Ils m'ont vu faire des doubles quarts pour économiser de l'argent pour les coûts de serveur et sauter des verres avec le personnel pour rentrer à la maison et travailler sur l'application. Entendre leur perspective m'a fait réaliser que les gens qui avaient réellement été témoins de mon travail n'avaient jamais remis en question ce que j'avais gagné. Seules les personnes qui ont vu le produit fini pensèrent que le succès était facile. 1 an après la fin du procès, j'étais dans un endroit mental et émotionnel complètement différent. J'avais des limites plus fortes avec tout le monde dans ma vie, non seulement en affaires, mais aussi avec mon temps et mon énergie en général. J'avais développé un meilleur jugement des gens, apprenant à regarder ce qu'ils faisaient plutôt que de croire ce qu'ils disaient. Ma confiance en moi pour gérer les situations difficiles avait grandi parce que j'avais fait face au pire scénario de quelqu'un que j'aimais essayant de me détruire. Et j'avais survécu. J'ai regardé ma vie, et j'ai vu que j'avais à nouveau construit quelque chose de réel avec la nouvelle entreprise. Mais cette fois, j'étais entourée de personnes qui contribuaient réellement au lieu de personnes qui voulaient seulement être associées au succès. La différence était évidente dans chaque interaction, de la façon dont mon équipe communiquait, à la façon dont les investisseurs interagissaient avec l'entreprise. J'ai commencé chaque journée en me sentant reconnaissante pour la clarté que le procès m'avait donnée au lieu d'être amère pour ce que j'avais perdu. Croissance et validation. Ma nouvelle entreprise a levé un important tour de capital de démarrage environ 6 mois après son développement, attirant 2 millions de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs qui ont fait leurs recherches sérieusement avant de s'engager. Lors de la réunion de présentation finale, l'un des investisseurs principaux a mentionné qu'ils avaient examiné la situation de Haley dans le cadre de leur vérification des antécédents me concernant. J'ai senti mon estomac se nouer en pensant que cela pourrait nuire à l'accord, mais l'investisseur a dit que cela leur donnait en fait plus confiance en mon leadership. Il a expliqué que la façon dont j'avais géré le procès démontrait du caractère et du jugement commercial, montrant que je pouvais prendre des décisions difficiles et protéger les actifs de l'entreprise, même sous pression émotionnelle.
Un autre investisseur a ajouté que trop de fondateurs laissèrent les relations personnelles obscurcir leur sens des affaires, et ma volonté de me battre contre un procès frivole au lieu de simplement payer pour qu'ils disparaissent montrait le genre de détermination qu'il voulait chez un PDG. L'investisseur principal a dit qu'ils avaient vu de nombreux fondateurs qui réussissaient pour la première fois à avoir du mal avec leur deuxième entreprise parce qu'ils s'adouissaient ou perdirent leur avantage. Mais mon parcours prouvait que je devenais plus perspicace et concentré. Nous avons conclu la ronde 2 semaines plus tard et j'ai utilisé une partie de l'argent pour embaucher mes premiers employés pour la nouvelle aventure. J'ai été délibéré dans la construction d'une culture d'entreprise saine dès le début, tirant les leçons des succès et des erreurs de ma première entreprise. J'ai interviewé les candidats avec soin, posant des questions sur leur style de travail et le type d'environnement qui les aidait à faire leur meilleur travail. J'ai embauché 5 personnes dans la première vague, toutes expérimentées en technologie agricole ou en développement de logiciels. Et je me suis assuré que chaque personne comprenait exactement ce à quoi elle s'engageait. Au cours du processus d'offre, j'ai partagé les actions de manière appropriée avec les personnes qui contribuaient réellement, donnant à chaque premier employé une participation significative dans l'entreprise en fonction de son rôle et de son impact prévu. Mettre en place la structure d'action a été comme un rachat du concept de la distorsion de Halley, prouvant que partager la propriété avait du sens lorsque les gens construisaient réellement quelque chose ensemble. Ma nouvelle équipe a commencé à travailler dans un petit espace de bureau près de l'université. Et au cours du premier mois, j'ai réalisé que nous avions quelque chose de spécial, basé sur la façon dont les gens collaboraient et se poussaient mutuellement à faire un meilleur travail. Un après-midi, je suis allée prendre un café avec l'un des amis communs qui était resté neutre pendant le procès. Et elle a mentionné que Halley avait déménagé dans une autre ville environ 6 mois auparavant. L'ami a dit que Halley semblait bien s'en sortir sur ses réseaux sociaux, travaillant dans une nouvelle entreprise et publiant des photos de son appartement et de son nouveau quartier. J'ai ressenti une véritable neutralité en entendant la mise à jour, ni heureuse, ni triste, ni curieuse des détails. J'ai dit à mon ami que j'espérais que Hailey était heureuse, mais que je n'avais aucun désir de renouer le contact ou d'en savoir plus sur sa vie. L'amie a hoché la tête et a dit qu'elle comprenait, puis elle a changé de sujet pour parler de sa propre situation professionnelle. En rentrant à mon bureau après le café, j'ai réalisé que la véritable guérison ne consistait pas à pardonner à Hailey ou à comprendre sa perspective. Il s'agissait d'atteindre un point où elle n'était tout simplement plus importante dans ma vie. J'ai pris la parole lors d'une conférence sur la construction d'entreprises durables 3 mois plus tard, devant une salle d'environ 200 entrepreneurs et investisseurs. Mon discours était axé sur les défis pratiques de la mise à l'échelle de la technologie agricole et l'importance de construire de véritables relations avec les agriculteurs plutôt que de simplement les traiter comme des points de données. Pendant la séance de questions, quelqu'un au dernier rang a demandé comment j'avais géré le procès d'amitié dont ils avaient entendu parler dans la presse économique. La salle est devenue silencieuse et j'ai senti tout le monde se pencher en avant en attendant ma réponse. J'ai dit honnêtement que cela avait été douloureux, mais nécessaire, et que protéger son travail n'était pas égoïste. Même lorsque les gens essayèrent de vous culpabiliser pour cela. J'ai expliqué que le procès m'avait appris à tout documenter et à être clair sur qui contribue quoi, ce qui faisait de moi une meilleure partenaire commerciale et leader. La personne qui avait posé la question a hoché la tête, et plusieurs autres sont venus après pour partager leurs propres histoires d'amis ou de membres de la famille qui se sentaient en droit de bénéficier de leur succès. Ma mère m'a appelé quelques semaines après la conférence et m'a dit qu'elle voulait parler de quelque chose qui lui trottait dans la tête. Nous nous sommes rencontrés pour déjeuner dans un endroit près de chez elle et elle m'a dit qu'elle était fière de la façon dont j'avais géré toute l'affaire Hailey. Elle a admis qu'elle pensait au départ que j'aurais dû donner de l'argent à Halley pour préserver l'amitié. Peut-être 50 000 ou 100 000 dollars, pour éviter la bataille juridique et maintenir la paix. Je lui ai demandé ce qui l'avait fait changer d'avis, et elle a dit que voir le procès se dérouler l'avait fait comprendre que l'amitié était déjà brisée, et l'action en justice de Halley ne l'avait rendue que visible. Ma mère a dit qu'elle avait repensé à toutes les fois au fil des ans où Halley avait fait en sorte que tout tourne autour d'elle, et elle a réalisé que le schéma avait toujours été là, mais nous l'avions tous excusé parce que c'est ce que l'on fait avec les vieux amis. Elle a dit qu'elle regrettait de m'avoir initialement poussée à régler, et qu'elle comprenait maintenant pourquoi je m'étais défendue. J'ai commencé à encadrer une jeune entrepreneur nommée Jessica, qui a pris contact par le biais d'une connaissance mutuelle pour demander conseil. Nous nous sommes rencontrés dans un café et elle m'a expliqué que sa meilleure amie de l'université exigeait des actions dans l'entreprise que Jessica avait construite, affirmant qu'elle méritait la propriété parce qu'elle l'avait soutenue pendant les premiers jours. La situation était si similaire à la mienne que j'ai failli rire, mais je lui ai plutôt demandé de me guider exactement sur ce que son amie avait contribué par rapport à ce que Jessica avait fait elle-même. Jessica a énuméré tout son propre travail, puis a admis que son amie l'avait essentiellement écouté parler de l'entreprise de temps en temps pendant qu'elle traînait. Je lui ai donné des conseils concrets sur la documentation, lui montrant comment rassembler des preuves de son travail en solo réel et du manque de contribution de son amie. J'ai expliqué l'importance des limites et de ne pas laisser la culpabilité l'emporter sur le sens des affaires, partageant des exemples spécifiques de ma propre expérience avec Ali. Jessica a quitté la réunion l'air soulagée et déterminée, et 3 semaines plus tard,
Elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle n'avait rien offert à son amie et que celle-ci avait reculé après avoir vu la documentation. L'aider à éviter mes erreurs a été significatif d'une manière qui m'a surprise. 2 ans après l'acquisition, ma nouvelle entreprise était florissante avec 15 employés, des partenariats avec plus de 100 fermes et des revenus qui dépassaient nos projections. J'étais entourée de personnes qui soutenaient réellement mon travail au lieu de vouloir seulement en tirer profit. Des gens qui arrivaient tôt et restaient tard parce qu'ils croyaient en ce que nous construisions. J'avais construit un réseau professionnel basé sur le respect mutuel et la contribution véritable, où les gens s'aidaient mutuellement parce qu'ils valorisèrent la relation, pas parce qu'ils attendaient un paiement. En regardant mon équipe lors de notre réunion hebdomadaire, j'étais reconnaissante pour les dures leçons que j'avais apprises avec Ale, car elle m'avait appris à reconnaître le vrai soutien par rapport à l'amitié superficielle. Ma vie était plus épanouie et réussie qu'elle ne l'avait été avant le procès. Non pas malgré ce qui s'était passé avec Ale, mais en partie grâce à cela. J'ai passé 3 mois sans penser du tout à Ale, ce qui m'a surprise lorsque j'ai réalisé. C'est arrivé lors d'un appel de mentorat avec une jeune fondatrice qui était confrontée à une situation similaire, et j'ai dû m'arrêter pour me souvenir des détails de ce qui s'était passé. Tout me semblait être quelque chose qui était arrivé à une autre version de moi, quelqu'un de plus jeune et de moins sûr de lui. J'ai partagé l'histoire avec cette fondatrice comme une mise en garde sur la documentation et les limites, utilisant des exemples spécifiques de ce que j'avais bien fait et de ce que j'aurais aimé faire différemment. Elle a pris des notes et m'a remercié d'être honnête sur à quel point cela avait fait mal à l'époque. Et j'ai réalisé que c'était ça, la vraie guérison. Transformer la douleur en quelque chose d'utile pour quelqu'un d'autre. Le procès et la fin de l'amitié étaient toujours importants dans mon histoire, mais ils ne me définissaient plus, ni n'occupèrent d'espace dans ma tête, à moins que je ne les y aie délibérément pour aider quelqu'un. Le courriel de la journaliste est arrivé un mardi matin, demandant si je serais disposée à faire l'objet d'un portrait pour une grande publication économique. Ma nouvelle entreprise avait atteint des jalons impressionnants et ils voulèrent me présenter dans leur section des entrepreneurs émergents. J'ai dit oui et j'ai passé 1 heure à parler de mon parcours, de mon travail de serveuse à ma première sortie et à la construction de la deuxième entreprise. La journaliste a posé des questions sur les défis et les revers, et j'ai mentionné la difficulté du processus d'acquisition et l'apprentissage de la mise à l'échelle rapide. Mais la situation de Hailey n'a jamais été soulevée. Lorsque l'article a été publié 2 semaines plus tard, il mentionnait ma précédente sortie réussie dans une seule phrase comme contexte, se concentrant plutôt sur mon travail actuel dans la technologie agricole et mon approche pour bâtir des entreprises durables. Tout l'article portait sur mon travail, ma vision, mon équipe, les problèmes que nous résolvions. Pas de drame, pas de trahison, pas de procès, juste une fondatrice qui a construit quelque chose de précieux, l'a vendu et construisait quelque chose de nouveau. J'ai envoyé l'article à ma mère et elle a répondu avec 3 emojis cœur et a dit qu'elle était fière du chemin parcouru. J'ai réservé un voyage en solo en Islande pour la semaine de l'anniversaire de mon entreprise. 3 ans après avoir commencé à construire cette première application dans mon petit appartement, tout en travaillant des doubles quarts. Je voulais faire quelque chose de significatif pour marquer l'occasion. Quelque chose qui n'était que pour moi. J'ai passé 5 jours à faire de la randonnée dans des paysages volcaniques et à me tremper dans des sources chaudes, en pensant à tout ce qui s'était passé au cours de ces 3 années. Les matins tôt à appeler les fermes. Le rejet des restaurants qui pensèrent que l'idée ne fonctionnerait pas. La première fois que j'ai vu mon application faire réellement économiser de l'argent à quelqu'un. La réunion avec l'investisseur qui a tout changé. Embaucher mon premier employé. Voir l'entreprise grandir au-delà de ce que j'avais imaginé. Puis, l'offre d'acquisition. Hailey se présentant avec son avocat. Le procès. Les appels. Finalement gagné. Recommencer avec cette nouvelle entreprise. Construire une équipe en qui j'avais confiance. Apprendre de mes erreurs. Le chemin comprenait la trahison et la perte. Des moments où je remettais tout en question. Des moments où j'ai voulu abandonner. Mais cela m'a aussi appris une force que je ne savais pas que j'avais. Cela m'a montré comment protéger mon travail. Cela m'a aidé à comprendre la différence entre le vrai soutien et les gens qui voulaient seulement profiter de mon succès. Je suis revenue de ce voyage en me sentant en paix d'une manière que je ne l'avais jamais été auparavant. Reconnaissante pour tout, même les parties difficiles. Assise dans mon bureau 6 mois plus tard, regardant des photos de ce voyage en Islande sur mon mur, j'ai pensé à Hailey pour la première fois depuis des semaines. J'étais reconnaissante de lui avoir offert exactement ce qu'elle m'avait donné. C'est-à-dire rien, parce que cela nous a obligés toutes les deux à être honnêtes sur ce qu'était réellement notre amitié. Elle voulait du crédit pour mon travail sans faire le travail. Elle voulait bénéficier de mon succès sans soutenir la lutte. Elle voulait la moitié de quelque chose qu'elle n'a jamais aidé à construire. Me battre au lieu de céder à la culpabilité m'a appris à établir des limites et à protéger ce que j'avais créé. J'ai perdu une amitié, mais j'ai gardé mon intégrité et mon respect de moi-même. J'étais maintenant entourée de personnes qui me soutenaient réellement, qui se manifestaient quand les choses étaient difficiles, pas seulement quand les choses réussissaient, qui célébraient mes victoires sans demander ce qu'elles en retireraient. Mon partenaire commercial, mon équipe, mes vrais amis, les mentors qui m'ont donné de vrais conseils. C'étaient les personnes qui appartenaient à ma vie.
Le procès m'a coûté de l'argent, du temps et de l'énergie émotionnelle, mais il m'a donné de la clarté sur qui j'étais et ce que je valorisais. J'ai construit une vie et une carrière selon mes propres conditions, avec des gens qui respectaient mon travail, au lieu d'essayer de le revendiquer comme le leur.